je suis ravie de vous retrouver pour ce Zoom. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilles Lartigot. Bonjour monsieur. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait 10 ans, je crois qu'on peut le dire. Oui. Vous étiez venu à l'époque pour nous présenter ce livre qui a eu un succès incroyable puisque vous en avez vendu plus de 100 000 exemplaires. Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Et évidemment, 10 ans plus tard, vous revenez pour le bilan de cette jungle alimentaire. On va voir qu'elle a beaucoup évolué, mais pas forcément dans le bon sens. On va en parler tout de suite. Mais peut-être qu'avant, il faudrait vous présenter, Gilles Lartigot. Et comme il y a 10 ans, vous êtes toujours un ovni. Merci de me qualifier d'ovni, je le prends comme un compliment. Mais en tout cas, merci de m'avoir invité il y a une dizaine d'années, parce que c'était pas évident à l'époque de présenter des livres comme Hit, qui est vraiment un objet, même dans l'édition, je dirais, traditionnelle, qui est un petit peu à part, et avec des sujets qui étaient et qui sont toujours très polémiques, notamment sur l'alimentation, l'industrie agroalimentaire, qui est quand même le premier secteur industriel français, et cette problématique de ce qu'on consomme aujourd'hui, qui va nous rendre malades, qui accentue aussi les maladies dites de civilisation. Voilà. Et également, et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est le bien-être animal, si on peut appeler ça bien-être animal. En tout cas, avec l'élevage intensif, chose que j'ai dénoncée il y a 10 ans, en participant à cette vague de prise de conscience, mais également à une vague de régimes dits extrêmes, qu'on a appelé le véganisme, qui n'est pas un régime, qui est un mouvement et un combat politique visant à abolir l'exploitation des animaux, parce que le vrai terme, c'est le végétalisme, c'est-à-dire s'alimenter sans produits animaux ni sous-produits animaux. Et ce bilan, c'était pas évident en fait de le faire, mais je tenais à fêter les 10 ans de Hit et à faire le point en faisant un bilan lucide, sans concession. Et contrairement à mes 2 autres ouvrages, parce que Hit, il y a eu le tome 2, donc 3 ans plus tard, qui lui est un petit peu plus sociétal, toujours en gardant le prisme de l'alimentation, c'était pas en fait évident pour moi de pas mettre ne serait-ce que d'avis ou d'émotion, en tout cas une intention forte de faire passer des messages via justement l'émotion, parce qu'aujourd'hui on réagit tous par émotion, plus par rationalité. C'est pour ça que je me suis gardé dans ce manifeste de mettre mon avis. Je me suis basé sur des chiffres, sur tout ce qui existait aujourd'hui, cette évolution sur les 10 ans, pour proposer un débat aussi entre, je dirais, les courants de gauche et les courants de droite, parce que c'est ce que j'ai observé aussi, c'est que depuis 10 ans, c'est toute la gauche qui s'est accaparée de ces combats-là. Et pour moi, un cochon, donc ça ne vote pas. Les moutons, en revanche, c'est moins sûr. Les moutons peut-être votent, je dirais, selon ce qu'on va leur montrer à la télévision et à la propagande médiatique. Mais je voulais que ce manifeste soit une espèce de main tendue entre des différents courants politiques. Alors vous l'avez dit, il y a 10 ans, TV Liberté était au rendez-vous pour présenter ce premier ouvrage. 10 ans plus tard, c'est donc le bilan qui revient, le bilan d'une décennie. Alors c'est une décennie qu'on pourrait qualifier de paradoxale, parce que d'un certain point de vue, vous avez fait le job, on pourrait dire. Vous avez suscité des prises de conscience dans la population, vous et d'autres voix d'ailleurs. La population française se rend de plus en plus compte de l'importance de bien manger, de bien se nourrir, de bien s'alimenter, de bien boire et de bien consommer. Pour autant, des tensions dans la société, qu'elles soient économiques, qu'elles soient financières, mais aussi toute cette pression mise sur le consommateur semble dégrader de plus en plus la santé publique. C'est un grand paradoxe finalement. C'est un paradoxe, et surtout ce qui en ressort, c'est vrai que c'est un bilan controversé, parce que les dérives, je dirais, de ces systèmes agroalimentaires qui portent au nu, en tout cas qui est guidé par le profit, au détriment de la santé publique, continuent. Donc ce sont des vieux schémas qui continuent. Et il y a eu, depuis ces 10 dernières années, et je suis très heureux de faire partie de ce courant, et vous faites bien de le signaler, je suis loin d'être le seul, parce qu'il y a eu de plus en plus de personnes qui, comme moi, se sont engouffrées dans cette brèche, certains par posture politique, d'autres par intention, des intentions nobles et par conviction. Et donc c'est je dirais, éveil des consciences, pardonnez-moi cette expression qui est des fois employée à tort, mais vraiment une prise de conscience sur l'importance de notre alimentation, parce que notre alimentation, en fait, reflète nos valeurs et notre attachement à la vie. C'est très important, et ces personnes-là
ont pu, via des associations comme L214 et d'autres, je vous cite juste un exemple, faire des avancées quand même, notamment dans l'exploitation des animaux, en interdisant l'élevage des poules pondeuses en cage, qui est une horreur absolue. D'ici 2025. Faut le rappeler, c'est une feuille comme ça, je crois. La surface de vie d'une poule pondeuse, c'est ça. Oui, mais surtout, elles sont enfermées. Bien sûr, jamais le jour, dans des grillages, etc. On prend juste leur œuf. En fait, ce sont des machines à viande, comme les porcs. Moi, je suis très attaché, en fait, aux cochons, aux porcs, parce que là, voilà, c'est 21 millions de porcs. On en consomme un petit peu moins, et beaucoup plus de porcs bio. Ça, c'est des chiffres, voilà, qu'on peut retrouver dans ce manifeste. Donc, une diminution de la consommation de viande rouge et tout, mais au détriment du poulet, par exemple. On mange beaucoup plus de poulet, quasiment 50% de plus qu'il y a 10 ans. Et donc, il y a eu des associations donc, qui ont permis... Qui est quasi intégralement, enfin la volaille est quasi intégralement abattue sans étourdissement, évidemment, Alors, il y a des bains, on les électrifie en fait, on les pend par les pattes, le passe dans des bains électrifiés. Il y en a certains qui relèvent la tête. Parce que moi, je me suis rendu dans les abattoirs, j'ai vu comment ça se passait. Et donc, il y en a qui échappent. Mais je dirais que l'abattoir, en fait, c'est la fin de la souffrance. On en avait parlé il y a 10 ans. Pour moi, vraiment, il faut prendre en conscience que l'élevage intensif est vraiment quelque chose d'une horreur absolue au niveau de la moralité. Il n'y a pas de moralité dans l'élevage intensif, mais néanmoins, et je suis beaucoup plus raisonnable que je ne l'étais il y a 10 ans, l'élevage intensif est indispensable. Aujourd'hui, on ne peut pas supprimer comme L214. Vous voyez, c'est assez paradoxal parce qu'il y a des associations qui ont permis de faire des avancées, mais après, elles vont trop loin. C'est comme ces végans, qui sont des végétaliens, qui sont des antispécistes. Compare la vie, je dirais, des insectes, je dirais, à la vie humaine. On ne peut pas être la vie sur la même échelle de valeur. Et vous voyez, en fait, ces personnes-là sont allées trop loin dans des propos et des positions extrêmes. Et il y a eu refus d'une certaine population qui dit non, on va trop loin. Bien sûr. Et je pense qu'il faut être nuancé et modéré. Et je trouve qu'il y a peu de personnes qui tiennent mon discours, justement, nuancé et modéré. Je sais que c'est une horreur absolue. Les élevages intensifs doivent petit à petit, en tout cas, changer de process au niveau de leur production, sans aller vers la fermeture des abattoirs comme le propose L214. Il ne faut pas être utopiste. Alors évidemment, c'est aussi l'occasion de dresser le bilan de l'alimentation industrielle en dehors de l'élevage en tant que tel. Le meilleur moyen de se nourrir encore aujourd'hui, c'est d'éviter de prendre des produits trop transformés et de les prendre le plus proche de la source, puisque c'est là où il y aurait le moins d'étapes de pollution potentielle. Oui, mais le constat aujourd'hui, c'est que 80% de la population consomme des aliments transformés, dont 40% d'ultra transformés. Il y a une différence entre transformés, qui sont une transformation, comme le pain peut être considéré comme un aliment transformé. Bien sûr. C'est du blé, de l'eau, avec du levain, pas de la levure chimique. Mais après, il y a l'ultra transformation, c'est tous les plats préparés. Et là, il y a vraiment des données, en fait, qui m'ont, même moi, qui m'ont étonné, notamment par rapport, je dirais, à cette omniprésence de grands groupes industriels. Il y a 10 grands groupes industriels, en fait, qui possède 75% de tous les aliments transformés, boissons y comprises. C'est incroyable. Et on voit que cette mondialisation, en fait, s'est accaparée du domaine de notre alimentation, qui devrait quand même nous revenir de droit. On parlera certainement de la souveraineté alimentaire, mais on voit que ce monopole, en fait, de grands industriels qui proposent uniquement des aliments ultra transformés a pris de plus en plus de poids ces 10 dernières années. Alors justement, de plus en plus de poids, c'est aussi le cas de l'obésité dans la population, avec toutes ces maladies de civilisation que vous avez évoquées tout à l'heure, le diabète, donc l'obésité, les questions hormonales également avec les perturbateurs endocriniens, l'alimentation transformée aussi est emballée parfois dans des plastiques polluants. Comment observez-vous cela sur le plan de la santé publique ? C'est une véritable pandémie. La maladie du siècle, c'est le diabète. Les données que j'ai là sur les 20 dernières années, par exemple, le diabète a doublé. C'est quoi le lien du diabète avec l'alimentation ? Quel est le lien ? C'est le sucre. Donc, on est addict au sucre. Ça a été vraiment un message que j'ai porté il y a 10 ans. Nous sommes tous des junkies, pas aux drogues dures, mais une drogue légale qui s'appelle le sucre. Je tape beaucoup sur les céréales, parce que j'aime bien taper sur des mastodontes américains, dont Kellogg's, voilà, qui est le leader mondial des céréales du petit déjeuner. Et aujourd'hui, on donne des céréales à manger à nos enfants, c'est-à-dire que les parents droguent les enfants dès leur plus jeune âge. À leur insu, bien évidemment, je suis un peu provocateur. Mais le sucre est une drogue légale, et ces céréales
n'ont rien de naturel. Ce sont des céréales qui sont extrudées, même si elles sont sans sucre, comme certaines marques. Je me permets de préciser, parce que évidemment, le sucre, c'est pas juste le sucre. C'est pas le petit carré de sucre qu'on met dans son café. Ça, c'est les sucres ajoutés. En fait, le sucre, c'est l'index glycémique qu'on a dans un aliment. Donc, les glucides sont des sucres. Mais il peut y avoir des glucides qui sont assimilés lentement, qui ne vont pas déclencher une hausse du sucre dans le sang, donc déclencher notre pompe à insuline, qui est le pancréas. Et si on actionne trop cette pompe, à terme, nous devenons diabétiques. C'est-à-dire, le diabète a doublé parce que nous consommons trop de sucre. Et donc, pour ces céréales, même si elles sont sans sucre ajouté, le process d'extrudage, en fait, va augmenter l'index glycémique de l'aliment, qui sont des céréales de blé, de maïs ou de riz, qui sont des aliments nobles. Mais en fait, la transformation amène une modification moléculaire en fait, de l'aliment qui va complètement fucker notre système immunitaire, digestif, et plus le lien avec toutes les maladies. Vraiment, le sucre est un des grands fléaux. Et j'ai essayé de chercher quand même la cause des causes. Hein. Pourquoi on mange ce qu'on mange aujourd'hui? Ça nous rend malade, on le sait quand même. On sait que ce qui est bon, c'est pas forcément bon pour notre santé. Et j'ai cherché un peu comme Étienne Chouard, la cause des causes. Et en fait, la cause des causes, je pense l'avoir trouvée, c'est qu'aujourd'hui, on mange plus par gourmandise que par nécessité. On mange parce que c'est bon au goût. Nos anciens mangeaient... C'était bon également ce qu'ils mangeaient, mais ils mangeaient également par nécessité. Donc ils s'approvisionnaient, non pas à l'autre bout de la planète, il n'y avait pas la mondialisation à l'époque. Donc on produisait aussi notre nourriture. Pourquoi on produisait notre nourriture? Parce que 8 personnes sur 10, il y a 100 ans, vivaient à la campagne. Aujourd'hui, 8 personnes sur 10 vivent en ville. Bon, je sais que certains font des potagers sur leur balcon. Mais bon, on ne peut pas avoir, je dirais, une autosuffisance, sans aller vers l'autosuffisance. Et tout ça, en fait, ce sont des données que j'ai retrouvées sur ces 10 dernières années. Et je me suis laissé prendre par ce jeu, parce qu'au départ, je voulais revenir avec, juste pour fêter les 10 ans de HIT, vous préparer, en fait, à vous, journalistes, je dirais, un petit guide avec un état des lieux sur ces 10 ans. Et les infos que j'ai trouvées étaient tellement passionnantes que moi qui ne suis pas le circuit universitaire, je suis un pur autodidacte, je me suis pris à ce jeu et il est sorti en fait ce manifeste qui est sans prétention, mais bon, qui est simple, qui est condensé. Et vu les premiers retours, parce que je suis quasiment en rupture de la première édition, de mes lecteurs, les fidèles qui m'ont suivi depuis 10 ans, en fait c'est un manifeste qui est très intéressant pour eux parce qu'ils ont des données brutes sur lesquelles ils peuvent engager un dialogue. Oui, il y a plein de sources, hein, il faut le dire. Vous mettez toutes vos sources dans tout cet ouvrage, et comme dans les précédents d'ailleurs. 284 sources, pour être précis. Et j'ai essayé que ce soit des sources digestes. C'est très souvent, bon, elles sont en petit caractère pour ne pas prendre trop de pages, évidemment. Mais j'invite à ceux qui lisent le manifeste de lire également les sources, parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, vous avez, tout à l'heure, j'aimerais qu'on revienne quand même sur ce point, parce que c'est un point de société intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure des véganes ou du végétalisme, comme vous disiez tout à l'heure. Vous disiez que leur extrémisme, quelque part, bloquait une partie de la population. Pour autant, vous avez dit aussi qu'ils avaient abouti à certaines prises de conscience, notamment au regard des abattoirs. Finalement, est-ce que la balance est positive, négative de leur combat? Peut-être pas à moi à en juger, parce que j'ai beaucoup d'affect par rapport à certaines personnes qui sont des militants très impliqués et qui ne font pas de prosélytisme. Je suis plutôt, j'ai la dent dure par rapport à des gens qui se positionnent juste pour des intentions politiques et qui récupèrent aussi la jeunesse. Parce qu'il se trouve que là aussi, ce sont des données que je suis allé chercher, qui ne sont pas évidentes. Ce n'est pas des chiffres hyper fiables, mais il n'y en a pas dans tous les cas. Combien de végans en France? En fait, ils sont moins de 100 000. Le végan, qui va être le végan, qui va militer pour la cause des animaux. Et qui va se déclarer comme tel, parce qu'on ne va pas aller vérifier l'état de ses chaussures. Voilà. Exactement. Donc, et ce sont des gens dont la grande majorité est âgée entre 18 et 25 ans. On sait que la jeunesse, et j'en ai fait partie, est fortement manipulable. Et on a besoin de combats aussi légitimes. Je ne dis pas qu'il faut décourager les jeunes gens à aller vers le véganisme, mais ça peut conduire à des désordres alimentaires, et ça, on n'en parle pas assez. On dit que le véganisme, notamment dans le sport, dans lequel j'interviens beaucoup, il y a des athlètes de plus en plus qui se déclarent végans, ils trouvent une meilleure forme, etc. Mais ils sont végans depuis moins d'1 an.
Moi, ça fait 10 ans que j'ai expérimenté en fait ce mode alimentaire. Je n'ai jamais été végan, sauf au début, parce que lorsque j'ai fait les enquêtes dans les élevages intensifs, j'ai plus pu manger ni consommer d'œufs, de lait, de viande, etc. Voilà, ça a duré quelques mois. En plus, j'étais en Mauricie, au fin fond du Québec, à moins 50 degrés l'hiver. C'est pas forcément le terrain le plus propice pour être végétalien, on est d'accord. Clairement. Et crudivore en plus, donc c'est encore pire. Mais je me suis rendu compte que ces régimes extrêmes, en fait, n'étaient pas forcément conseillés, que le meilleur des régimes, ça reste quand même le régime méditerranéen. Donc il y a des excès, et je peux constater que depuis 10 ans, certains se sont emparés, en fait, de cette dynamique et de cette problématique, pour en faire, je dirais, des combats politiques. Mais je reste persuadé que des actions comme L214, que je cite très souvent, et d'autres associations également, comme bien sûr la Fondation Brigitte Bardot. Il ne faut pas oublier que Brigitte Bardot, je dirais, a arrêté sa carrière pour se consacrer aux animaux. Je pense que vous connaissez bien la carrière de Brigitte Bardot dans ce domaine-là. Et je dirais, la seule avancée qu'elle a eue en plus de 40 ans, etc., c'est d'imposer le matador, qui est cette pointe donc, qui va rentrer dans le cerveau, je dirais, d'un bovin, pour l'endormir, voilà. C'est le seul combat, et c'est quand même un combat majeur, c'est l'étourdissement des animaux, sauf bien sûr dans l'abattage halal. Qui bénéficie d'une dérogation. Abattage halal et kasher. Halal et kasher, oui, il faut préciser, on parle beaucoup de halal, mais le kasher, c'est la même chose. Oui. Alors, on a parlé je suis revenu sur cette affaire de véganisme, de végétalisme, comme vous voulez, parce que c'est quelque chose qui est lié donc au bien-être animal, à cet élevage industriel dont vous avez parlé tout à l'heure, en disant que malheureusement, pour l'heure, on ne pouvait pas imaginer pouvoir s'en séparer à très court terme. Et c'est aussi un sujet qui fait beaucoup de mal aux agriculteurs, du moins c'est comme ça qu'ils le ressentent aujourd'hui, ce dialogue très vif des associations contre l'agriculture qui met systématiquement ce rapport avec la maltraitance animale. Comment percevez-vous cela justement vis-à-vis de ce secteur agricole qui souffre ? Très juste ce que vous dites. Et c'est vraiment là le revers de la médaille, comme on dit. Et moi, j'ai jamais combattu l'élevage traditionnel. D'ailleurs, je l'ai mis en gras. Il y a certains mots en gras, vous avez vu que j'ai surligné dans le manifeste. Et ça en fait partie. Parce que je pense qu'il ne faut pas confondre et que mettre ces deux systèmes d'élevage sur le même plan. C'est pas ce que vous diront les végans, par contre. Et l'élevage, je dirais, traditionnel, a toujours fait partie de l'évolution de l'être humain. Et il doit perdurer. Donc j'ai un ami qui s'appelle Pierre-Guillaume Mercadal, qui élève des cochons, voilà, vous connaissez son affaire, je suppose, qui élève des cochons pendant 2 ans, une race ancienne, qui n'est pas une race française en plus, c'est une race, je crois, hongroise, des cochons laineux, très résistants. Ils vivent dans 10 hectares, quasiment 1 hectare par cochon parce qu'il en a moins de 100. On ne peut pas comparer ça avec les 95... Pourtant, les autorités ne lui font pas de cadeaux, je crois. Oui, parce que c'était des conflits personnels. Mais mettre, je dirais, en danger des personnes comme ça, ou les accuser, je dirais, de maltraiter les animaux, c'est ne pas les connaître. C'est de faire fi de la réalité. Parce que la réalité, c'est vraiment les élevages intensifs. Et si on parle du porc, c'est aujourd'hui 21 millions de cochons qui sont abattus, qui sont élevés, dont 95% dans des élevages intensifs. 95% des cochons. Il n'y a que 5% de cochons qui sont élevés dans des élevages comme celui de Pierre-Guillaume Mercadal. 95% des cochons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le jambon qu'on donne aux enfants, le fameux jambon puré qui est le repas préféré des enfants, hormis les nitrates et toutes les cochonneries, les conservateurs, voilà, pour colorer aussi la viande, ce sont les nitrates, des cochons en fait qui sont shootés aux antibiotiques, parce que pour vivre dans ces conditions-là, ils sont shootés aux antibiotiques, qui sont les mêmes que pour nous humains. 75% de la production d'antibiotiques est faite pour les animaux d'élevage. Et ceux qui en consomment le plus, c'est les cochons. Je ne parle pas des cochons espagnols, qui ressemblent encore 2 fois plus d'antibiotiques. Ils sont moins... et là, on se dit, mais que fait l'Europe? Donc, on sait, l'Europe fait l'accord avec le Mercosur. Voilà. Donc, pour en revenir au cochon, c'est vraiment, pour moi, le cochon est symptomatique de cet élevage intensif où on mange une viande qui n'est pas forcément bonne pour notre santé. Le problème ne vient pas de la viande. C'est pas la viande qui est cancérigène. C'est la charcuterie. C'est l'excès de viande. Mais quelle viande nous mangeons aujourd'hui? Avec des bovins qui sont engraissés à base de grains OGM avec des pesticides. Une viande qui est pleine d'oméga 6, qui sont des acides gras pro-inflammatoires.
Pas pour en revenir encore aux cochons laineux de Pierre Guillaume qui sont élevés en pleine terre ou qui vont manger des glands sous les chênes, etc. Et qui sont nourris avec des farines d'un producteur qui a à côté de chez lui des céréales produites en bio. Mais c'est de la viande extraordinaire. Bon, je vous dis ça, je ne mange plus le cochon depuis 10 ans. Donc voilà, il faut prendre conscience qu'il y a des éleveurs qu'il faut soutenir, absolument soutenir ces éleveurs. Et moi, le message que j'aurais peut-être à faire passer aux téléspectateurs, si vous consommez de la viande, consommez-en moins, mais de meilleure qualité. Alors justement, allons dans le positif et allons dans comment faire pour essayer de mieux faire pour soi, pour les autres, pour les animaux. Comment on se retrouve dans tout ça? Est-ce que le label bio, par exemple, qui est souvent très décrié, voire moqué, est un label sur lequel on peut compter? Alors, vous avez raison, nous sommes en début d'année, donc on va donner quand même des messages positifs. C'est pas une manifeste noire, quoique la couverture, elle est très noire, un peu comme toutes mes couvertures. Mais bon, c'est pour accrocher, je dirais, le regard et l'intérêt. Mais il y a beaucoup d'éléments positifs, en fait. On a le choix dans notre alimentation. Alors, il ne faut pas dire que le bio ne coûte pas cher. Oui, le bio est plus cher. C'est des labels qui sont certes contrôlés, mais on ne peut pas être derrière tous les producteurs, que ce soit les maraîchers ou les éleveurs. Il faut en être conscient. Mais c'est une garantie d'aliments... D'un moindre mal. D'un moindre mal, voilà, je dirais d'un moindre mal. Comme le vin bio, on parlait du vin, un vin traditionnel, dans un verre de vin, on a 6000 fois plus de résidus de pesticides que dans ce verre d'eau qui vient d'une eau minérale. C'est pas de l'eau du robinet, merci beaucoup. Donc, c'est incroyable. Donc, le bio, par contre, est un label qui est sérieux. Notamment, il y a des labels européens également, il y a Déméter, il y a beaucoup de labels et je fais la liste donc, justement de tous ces labels. Donc, malgré tout, il faut avoir les moyens parce que c'est entre 20 et 30% plus cher que sur les fruits et légumes. C'est 40% plus cher dès que c'est des aliments transformés et des aliments au supermarché peuvent se retrouver 2 fois plus chers que des aliments dits traditionnels. Voilà. Donc c'est mieux de consommer de bio si on en a les moyens. Et pour ça, il faut, faire des économies. Et puis on est dans une dynamique d'économie parce qu'avec l'inflation qu'on a connue, il y a des prix qui ont doublé en fait. On s'en rend pas compte. Moi qui achète souvent les mêmes choses, j'ai vu passer depuis 10 ans, c'est terrible. Mais sur ces 2 dernières années, des prix quasiment qui ont doublé. Et on s'en rend pas compte. Et c'est souvent... je dirais, des boîtes de maquereaux en conserve qui ont pris 1 euro comme ça en moins de 12 mois, qui valaient 2,40 €. D'un coup, c'est 3,40 €. On ne s'en rend pas compte, ce sont des petits prix. Et dès on réfléchit à son budget alimentaire, parce que là aussi, il faut dire que le budget moyen, d'un ménage, c'est à peu près 20%. Ça peut aller du 14% pour des gens qui gagnent très très bien leur vie, à du 30 voire 40% pour ceux qui ont peu pour vivre. Donc c'est une part quand même, non pas relativement importante, mais c'est une part quand même assez significative. Et il faut réfléchir, je dirais, à son budget. Et là, j'ai proposé notamment des recettes dans le premier livre d'Henri pour réinvestir la cuisine, racheter des aliments non transformés et passer du temps. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. On vous répond évidemment, alors soit c'est trop cher, soit j'ai pas le temps. Oui. Donc chacun a ses priorités. Mais en tout cas, en France, ce que je remarque, moi qui ai vécu beaucoup aux États-Unis, au Canada notamment, c'est qu'on a de très bons producteurs. En fait, la France, et le sud de la France, là où j'habite, c'est quand même le pays de cocagne. On produit énormément de choses, etc. Comment ça se fait aujourd'hui qu'on importe 20% de notre consommation alimentaire et qu'on importe quasiment 50%, 40% de légumes et 60% de fruits? Comment ça se fait qu'on importe 50% de bovins alors qu'on est le premier producteur de bovins en Europe? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, un poulet sur 2 est consommé, il vient d'une source étrangère, sans parler du Mercosur? Donc c'est avant le Mercosur, voilà. On peut parler des poulets ukrainiens, mais qui sont vraiment une goutte d'eau, mais c'est assez symptomatique. Ça se rajoute au reste. Ça se rajoute au reste. Donc, et en fait, toute cette nourriture-là, l'Europe, en fait, nous a pompé des ressources. Ça, je m'en suis aperçu vraiment en traitant des chiffres. J'ai pas pris conscience, en fait, de la puissance économique de la France, notamment au niveau alimentaire. On est le premier producteur de bovins donc, en Europe. On est le premier producteur d'œufs également en Europe, mais on en exporte beaucoup. Ok. Si on en revient, je dirais, un certain
souverainisme, parce que c'est un mot quand même qui est très à la mode. Il faut savoir que la France est souveraine, que ce soit en production d'aliments non transformés, céréales, etc., et même en production d'aliments transformés. On pourrait se suffire à nous-mêmes. On a cette souveraineté alimentaire qui nous a été déchue, dont on a été déchus à cause de l'Europe. L'Europe aujourd'hui impose par les normes, je dirais, d'importer des produits qui viennent de pays étrangers. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins chers, on est d'accord. Les fruits et légumes, peut-être espagnols, sont moins chers. Et on sait pourquoi. Voilà. Disons pourquoi, en fait. Et ça c'est l'Europe. Mais ça, c'est très important ce que vous dites, parce que, pardon de vous interrompre, parce que finalement, on se rend compte que la chose de base dans la vie, c'est-à-dire s'alimenter, c'est quelque chose de politique. J'avais dit que choisir son alimentation, c'est comme un bulletin de vote. Je me dis, Gilles, quand même, tu vas trop loin. Ça n'a peut-être rien à voir. Mais c'est vraiment une intention qui est forte. Dès qu'on prend conscience de notre alimentation, déjà, c'est pour nous, pour notre propre santé, avant de penser à la France, si tant est qu'il en reste quelque chose. Mais de soutenir déjà au niveau local. C'est important, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui fait sens dans une société ? Qu'est-ce qui fait cette société ? C'est le lien social. Nous, on ne s'en rend pas compte. Je dis nous, bien que je vive dans une ville moyenne de 50 000 habitants. Ça se rapproche un peu du mode de fonctionnement aussi des grandes métropoles. Nous ne sommes plus en contact avec les gens qui produisent. Mais avec j'ai ma récente amitié avec Pierre Guillaume, et je me suis vraiment intéressé au combat des paysans. Et alors c'est vrai, c'est quelquefois décrié, à raison. Parce que la paysannerie française, notamment au niveau syndicat, c'est le FNSEA. Je ne savais pas que le FNSEA, en fait, c'est eux qui choisissaient le ministre de l'Agriculture. Que le ministre de l'Agriculture, peu importe leur nom, vous n'avez pas besoin de le retenir, en fait, c'est le secrétaire du FNSEA, qui est un syndicat de patrons quand même. Mais il y a aussi des petits agriculteurs dans la FNSEA pour diverses raisons. Donc c'est ces gens-là, en fait, qui imposent. Mais ils n'imposent pas ce souverainisme alimentaire, parce que ce sont des pro-européens. Voire des pro-mondialisation. Alors, et bien sûr, parce qu'il y a de très gros producteurs. Parce que la France, là aussi, pour montrer la puissance de la France au sein de l'Europe, c'est elle qui reçoit le plus de subventions pour la PAC. Et pourquoi ? On peut en parler de la PAC. Bon, l'émission n'est pas si longue pour que je développe le plan Marshall, etc., parce que j'ai une analyse quand même sociétale de l'évolution de l'alimentation qui est absolument passionnante. C'est pas étonnant qu'on en arrive où on en arrive aujourd'hui, lorsqu'on connaît l'histoire de ce plan Marshall, l'après-guerre, et puis l'industrialisation de notre alimentation, etc. Donc, il y a des puissances aujourd'hui, des marchés financiers, des grands groupes industriels, etc., etc. Comment se fait-il que si la France reçoit 30% donc, du budget de subvention de l'Europe pour financer les paysans, comment se fait-il qu'il y ait 26% des agriculteurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté? Comment se fait-il que parmi ces agriculteurs, il se trouve des personnes les plus riches de France? Comment se fait-il qu'en 10 ans, 50%, il y a 10 ans, 50% des terres agricoles étaient possédées par 20% des exploitants? Comment ça se fait que 10 ans plus tard, 80% des terres agricoles soient possédées par les mêmes? Je n'ai pas fait Subdeco, je n'ai pas fait des études d'économistes supérieurs, etc. Bon, c'est quand même assez facile à comprendre. Et donc, aujourd'hui, je dirais la cause des paysans est entachée par ces gens, en fait, qui gagnent beaucoup d'argent, qui reçoivent beaucoup d'argent de subventions, Pourquoi ? Parce que, là aussi, ça s'explique par le plan Marshall, lorsqu'on a remembré les terres. Donc on a voulu avoir de plus en plus de parcelles importantes. On a poussé les paysans, quand même, avec la création du crédit agricole, à s'endetter. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a un paysan, un agriculteur paysan, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Un agriculteur par jour, au contraire. Un agriculteur tous les 2 jours qui se suicide. Mais c'est pas un tous les 2 jours. Il y a 2 ou 3 ans, c'était quasiment 600 dans l'année. Et encore, c'est tous ceux qui étaient référencés à une certaine mutuelle, qui adhèrent à une certaine mutuelle. Donc, il y a un taux de suicide qui est un des plus importants, toutes professions confondues. Pauvreté, suicide. Et à côté de ça, de très riches exploitants, qui sont des négociants, en fait, c'est pas eux qui travaillent, c'est pas eux qui vont au champ, voilà, ils ont leur semaine de congé payée certainement, ils vont faire leur voyage, etc. Parce que la vie d'un éleveur,
c'est pas 35 heures par semaine. Hein. C'est pas 5 semaines de congés payés. C'est pas un hiver, je dirais, à Bali ou à Cuba, all inclusive, sur du low cost. Hein. Il faut s'occuper... Pardon. Il faut s'occuper des vaches, il faut s'occuper des animaux, surtout pour les éleveurs. Voilà, on ne peut pas laisser comme ça, même en été en jachère. Voilà, j'ai peut-être un peu débordé, bon, c'est un peu mon style. Hein, c'était très bien, et il faut respecter votre style. Merci beaucoup Gilles Lartigot. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, vous pouvez retrouver à la fois le premier tome de Hit, mais aussi le deuxième tome, et le bilan de cette décennie, la jungle alimentaire, bilan d'une décennie, c'est un manifeste, et c'est sur le site de TVL, sur tvl.fr. À bientôt, chers amis. On se retrouve pour un prochain Zoom, tout bientôt. Merci.